Bienvenue à notre évaluation sur Linéage. Donc, dans cette vidéo, on va conclure notre évaluation. Je vais commencer juste par récapituler ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo avant de se quitter, c'est la partie qui est ombrée, que vous pouvez voir à l'écran. On avait fait 3 scénarios avec différentes hypothèses pour chaque scénario. Donc, pour les marges brutes, ensuite pour nos dépenses d'exploitation, notre niveau de vente également, ce qu'on avait obtenu de Baya, et on avait fait des hypothèses également pour les investissements requis dans le but de maintenir les actifs et dans le but de croître nos revenus dans le futur. Donc, avoir des initiatives de croissance, que ce soit par la construction de nouveaux entrepôts, que ce soit par l'acquisition d'autres compagnies dans le secteur, etc., etc. Donc, ce qui nous amenait, lorsqu'on s'est quitté, à la première ici. Donc, on avait nos FCFF, Free Cash Flow to Firm, normalisés. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder au reste de l'évaluation. Donc, on va commencer par le coût moyen pondéré du capital. Ce que ça va nous amener, ça, c'est de déterminer à quel point les flux de trésorerie qu'on a trouvés sont risqués. Donc, on va pouvoir utiliser le coût moyen pondéré du capital comme taux d'actualisation de ces flux-là. Donc, on va commencer dès maintenant avec la façon de calculer notre coût moyen pondéré du capital. Donc, la première chose qu'il faut avoir, c'est un bêta. Donc, notre bêta, qui va être souvent une façon de calculer le risque d'un titre par rapport à un benchmark de référence. Donc, ici, la bonne nouvelle était que notre ami Aswat Damodara avait déjà un estimé du bêta et du ratio dette-fonds propres du secteur. Donc, il avait utilisé un échantillon de 195 composantes, donc majoritairement des fiducies de placement immobilière. Donc, le secteur avait un bêta avec levier de 0,95, avait un ratio moyen de dette fonds propres à 0,83, ce qui nous donnait un bêta sans effet de levier à 0,58. J'ai également ajouté une autre entreprise directement compétitrice à Linéage qui s'appelle Americold Realty Trust. Et là, avec ces mêmes composantes-là, on avait un effet de levier, on avait un bêta à effet de levier de 0,85, un ratio dette-fonds propres de 1,24 et ce qui nous donnait un bêta sans effet de levier de 0,38. J'ai pris la moyenne des deux, 0,48, c'était notre point de départ. Une fois qu'on a notre bêta sans effet de levier, on va vouloir lui mettre un nouveau levier. Mais ce levier-là va être celui de l'entreprise qu'on évalue. Dans ce cas-ci, Linéage. Donc, la première étape était de calculer le ratio dette-fonds propres, mais pas de l'industrie, pas d'Americal, de Linéage. Et comment on fait ça? Ici, on va prendre le profil d'endettement de Linéage. Ici, on a la portion à court terme de la dette à long terme. Ensuite, on a certains des contrats de location que la firme que Linéage a. Ici, avec moi, on les considère comme de la dette. Certains ne les considèrent pas comme de la dette. On a notre dette à long terme et on a d'autres types de dettes. Ce qui nous donne une valeur actualisée de la dette d'environ de 7 milliards 932 millions. Et je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais pour obtenir ce chiffre-là, je suis dans mon onglet dette et c'est l'ensemble de la dette de Linéage que j'ai pu travailler pour nous amener jusqu'ici, 7 milliards 901 millions, ce qui n'incluait pas la dette à la partie à court terme de la dette à long terme de 32 millions, ce qui nous donne le 7 milliards 932 millions. Et en date du 30 juin 2025, Linéage avait à son bilan des fonds propres de 8 milliards 637 millions. Ce qui nous donne un ratio dette, donc on prend ici et on divise par les fonds propres, un ratio dette-fonds propres de 0,92. Et ensuite, on va venir ajouter l'effet de levier
au bêta sans effet de levier du secteur, donc de 0,48. Donc, ce qu'on vient faire, c'est 0,48 fois 1 moins le taux d'imposition. Pour les fiducies de placement immobilier, souvent c'est 0, fois 0,92. Dans ce cas-ci, ça nous donne 0,92. Mais ça aurait pu être un chiffre différent si on avait eu un taux d'imposition pour les fiducies de placement immobilier. Donc ça va être un élément qu'on va utiliser juste un peu plus tard. Ensuite, il nous faut notre taux sans risque. Taux sans risque, j'ai pris le rendement à 10 ans des obligations américaines, puisqu'on fait notre analyse avec des dollars américains. Notre taux sans risque, on va le vouloir en US. Ensuite, je soustrais le CDS spread, qui est la probabilité de défaut du gouvernement américain, 0,60, donc qui nous donne 3,7. Donc, notre coût des fonds propres va être notre taux sans risque, 3,7, le bêta endetté, donc le 0,92 qu'on vient de calculer, la prime de risque du marché implicite, donc la prime du marché implicite, la façon que je l'ai calculée, j'ai voulu savoir quel est le risque général des opérations de linéage par pays. Donc, la première chose, j'ai pris où ces entrepôts se trouvent-ils à travers le monde et quel est le risque associé à chacune de ces juridictions. Donc là, vous pouvez voir tout ce qui est américain, c'est le nombre de palettes dans chaque État, donc total US, 6 millions de palettes disponibles, et dans le reste du monde, ce qui nous donne un total à l'échelle mondiale de 10 millions de palettes disponibles pour linéage. Donc 58% sont aux États-Unis, le reste étant divisé à travers les différentes juridictions. Ensuite, j'ai voulu savoir c'est quoi la cote de crédit de ces pays-là. Donc, généralement, Linéage va faire affaire dans des pays développés, même si je préférais qu'elle ait une certaine exposition à des pays moins développés, puisque la croissance de la population mondiale va venir de ces pays-là et la demande pour les produits et services que Linéage provient va également être en forte croissance dans ces pays-là. Mais pour l'instant, Linéage a une grande empreinte, comme on a vu dans les vidéos précédentes, en Amérique du Nord et en Europe, et notamment dans des pays qui ont des excellentes cotes de crédit. Et donc, lorsqu'on a des excellentes cotes de crédit, on n'ajoutera pas vraiment de spread à la prime de risque US. Hein? Par exemple, lorsqu'un pays est AAA, on va lui donner la même prime de risque que le gouvernement américain. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous avez toutes des 3,94, le même que le gouvernement américain, et ensuite des spreads uniques à chaque pays si la cote de crédit est moindre. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup qui commencent par 0, notamment parce qu'ils ont des bonnes cotes de crédit. L'Italie, étant triple B, a un spread un petit peu plus grand que les autres, et le Sri Lanka, qui est une cote de crédit triple C, donc bientôt en défaut, un spread de 11,5% selon les données historiques. Donc, ce qui nous donne une prime totale de marché implicite de 4,10%. Et donc, c'est ce qu'on va venir inscrire ici. Ensuite, prime de risque spécifique, j'en ai pas. Ce qui nous donne un coût des fonds propres de 7,5%. Pardon. Au niveau du coût de la dette, on va reprendre notre taux sans risque de 3,7% qu'on a calculé juste ici. On va ajouter la prime de risque du défaut du gouvernement américain. Hein, on peut l'obtenir par les CDS. Ensuite, il y a deux façons de définir la prime. Dans le fond, même avant, pourquoi c'est marqué triple B? C'est la cote de crédit actuelle de Linéage. Et donc, on veut savoir, OK, on a notre taux sans risque, on ajoute la probabilité que le gouvernement américain fasse défaut. Et en plus, on va ajouter la probabilité de défaut d'une entreprise qui a une cote de crédit triple B. Donc ici, on peut avoir soit une façon historique qu'on a dans ce petit tableau-là. Donc on peut voir triple B ici, 1,20, c'est notre spread historique. Ou on peut avoir les spreads via notre ami Fred, qui est juste un outil qu'on peut utiliser. Et en date d'aujourd'hui, on était à 0,96. Donc 0,96. Et donc, pour obtenir le 5.4, j'ai 3.7 plus 0.6 plus la moyenne de ces deux-là. Ça me donne 5.4. Et on va calculer notre coût moyen pondéré du capital.
et avec l'ensemble de ces valeurs-là. Donc, la valeur de marché des capitaux propres aujourd'hui, on est à 9 milliards, 9,17 milliards pour Linéage. La valeur de la dette qu'on a vue précédemment, hein, c'est juste ici, la valeur actualisée de la dette en fait. Ensuite, le coût des capitaux propres qu'on a juste ici, le coût de la dette 5,4 qu'on vient de voir, et le taux d'imposition pour les fiducies de placement immobilier puisqu'ils distribuent la majorité de leurs profits est de 0. Donc, ce qui nous donne un coût moyen pondéré du capital de 6,5%. Et c'est ce qu'on va avoir juste ici, qu'on va utiliser dans nos modèles. L'autre point qu'on va regarder, c'est la croissance à long terme des FCFE, des Free Cash Flow to Firm. Et ça, on peut le regarder de cet angle-là. Donc, on va déterminer combien une entreprise réinvestit, puis est-ce qu'elle réinvestit bien. Donc, c'est les deux variables qui vont nous aider à déterminer à long terme, est-ce que vers quel taux de croissance une entreprise peut espérer. Donc, j'ai pris nos 3 scénarios avec les différents investissements que Linéage fait sur une base annuelle dans des situations normales. Et donc, ça, c'est notre CAPEX. Notre CAPEX, on va le diviser par notre After-Tax Operating Income, ou dans ce cas-ci, notre EBITDA BAIA. Et ce qui fait en sorte que Linéage réinvestit un gros montant de sa rentabilité. On parle d'entre 50 et 75 %, donc c'est très, très énorme. Donc, demande beaucoup de capital. Pour le futur, on l'a vu précédemment dans une vidéo, mais Linéage va juste devoir faire attention à qu'est-ce qu'elle paie pour ses acquisitions. On a vu qu'en 2022, elle payait environ une prime de 42% sur les actifs nets identifiables, malgré que ça s'est amélioré au cours des dernières années, mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'œil. Donc, on vient de voir que le taux de réinvestissement est relativement assez élevé pour Linéage. Ensuite, on veut savoir c'est quoi son retour sur le capital investi. Donc, comment qu'on va venir obtenir ça ici? On va prendre le After-Tax Operating Income et on va venir le diviser par ce montant ici, qui est le Book Value of Equity plus le Book Value of Debt moins le cash. Donc, ce qui nous donne ce montant-là ici. Et donc, on a 7,5, 6,5, 9,1 pour les différents scénarios. Et le taux de croissance à long terme va être une fonction de combien on réinvestit, le taux de réinvestissement, multiplié par le rendement sur le capital investi. Donc, dans ce cas-ci, on est au cours de 4,7, 4,9, 4,6. Toutefois, dans notre modèle, il faut assurer un cap. Donc, le cap va être toujours le taux de croissance le taux à 10 ans de la devise dans laquelle on fait notre analyse. Dans ce cas-ci, c'est le taux 10 ans des obligations américaines. Pourquoi? Parce que supposez que vous avez une entreprise que vous accordez un taux de croissance plus important que le taux de croissance de l'économie à long terme. À some point dans le cycle, votre entreprise va devenir plus grande que l'économie en elle-même, ce qui fait aucun sens au niveau ce qui fait aucun sens point, right? Donc, c'est pour ça qu'on vient capper notre taux de croissance à long terme dans notre modèle. Donc, voilà, 4%, 3% dans un environnement pessimiste, 4,25%. Et donc, on prend Free Cash Flow de Firm normalisé en T plus 1, donc avec un taux de croissance, et on va venir diviser par notre coût moyen pondéré du capital, moins le taux de croissance à long terme, ce qui donne une valeur des actifs opérationnels dans une situation normale de 19 milliards de dollars. Dans un scénario pessimiste, on va être à 7,7 milliards de dollars et dans un scénario optimiste, 35 milliards de dollars. Toutefois, il faut accorder des probabilités à ces situations-là. Donc, j'ai accordé une certaine série de probabilités selon ce que je crois. Toutefois, vous auriez pu œuvrer différemment. Vous auriez pu mettre 100% à un, 100% à l'autre, 100% à l'autre, dépendamment de ce que vous croyez envers Linéage. Donc, la raison pour laquelle je mets un 60% à la situation normale, un 30% à la situation pessimiste,
vient majoritairement des commentaires de l'équipe de direction dans l'appel conférence. Donc, parmi les commentaires que j'ai retenus, l'industrie semble voit la lumière au bout du tunnel, l'incertitude au niveau des tarifs ralentit la reprise potentielle de l'industrie. L'industrie est encore dans une période de normalisation des inventaires et l'offre de nouveaux entrepôts à température contrôlée devrait nettement ralentir en 2026 après quelques années de forte croissance. Au deuxième trimestre également, Linéage a également mentionné que le taux d'occupation allait être un peu plus faible dans la deuxième moitié à cause de différents facteurs. Donc, c'est pour ça que je pense que l'industrie va demeurer dans un certain creux à court terme. Donc, c'est pour ça que j'associe 30% à une vue assez pessimiste de l'industrie à court terme. Toutefois, je pense que c'est une industrie, on l'a vu dans les dernières vidéos, qui a quand même un certain potentiel à long terme, même si ce n'est pas un potentiel qui est de forte croissance, mais puisque c'est des activités qui sont fortement intégrées dans notre quotidien, je pense que l'industrie va revenir à un niveau normal. C'est pour ça que je place ma plus grande probabilité ici. Et pour l'instant, je vois pas beaucoup de raisons d'avoir une vision optimiste sur les activités de linéage à court-moyen terme, mais c'est pas impossible. C'est pour ça que je place une petite probabilité de 10% que vraiment ça soit que les choses tournent vraiment rapidement. Et donc, puisque j'ai mes probabilités, ensuite je multiplie la valeur des actifs opérationnels fois ma probabilité, ce qui me donne ça ici. Ensuite, je les additionne tous ensemble, ce qui me donne 17 milliards 327 millions. Je soustrais la valeur actuelle de ma dette, je rajoute mon cash et j'arrive à une valeur des actifs, une valeur la valeur des actions de Linéage de 9 milliards 476 millions. Et si je divise par le nombre d'actions en circulation, le nombre d'actions diluées en circulation, ce qui inclut certaines options qui ont été octroyées, j'arrive à une évaluation pour Linéage de 41 et 43 dollars par action. Le prix actuel étant de 39,97, ça fait en sorte que mon évaluation donne un upside potentiel de 3,6%. Donc, autrement dit, il semble que l'entreprise actuellement, selon mon point de vue, soit correctement évaluée. Ça ne vaut pas la peine d'acheter des actions pour 3,6%. On cherche des différences qui sont beaucoup plus grandes. Toutefois, j'ai également fait l'exercice de si jamais un scénario se réalisait, quelle pourrait être la valeur. Donc, dans le scénario normal, si je changeais ma probabilité pour, disons, 100%, et j'enlève la probabilité ici, vous voyez qu'on arrive à une valeur de 49,2. 49,2. Donc, si jamais le scénario normal, ou si vous croyez que le scénario normal va se réaliser, eh bien là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'il semble que l'action de Linéage soit sous-évaluée de 22,6%, en plus que Linéage verse un dividende d'un petit peu plus que 5%. Donc, globalement, ça pourrait faire un investissement qui est intéressant dans son ensemble. Si maintenant je dis que le scénario pessimiste va se réaliser, vous pouvez voir que la valeur est 0. Hein? J'arrive à une évaluation pour Linéage de moins 0,69. Donc, si vous pensez que le scénario pessimiste va se réaliser, vendez toutes vos actions de Linéage, vendez à découvert Linéage. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation d'investissement, juste pour être clair, mais c'est ce que le scénario de pessimiste nous révèle si jamais il venait à se concrétiser. Et maintenant, si on change le 0 et on ajoute 100% pour le scénario optimiste, et donc voilà, on arrive à une valeur de 122,4 $ par action, donc un upside de 205%. Toutefois, comme vous l'avez vu précédemment, c'est un scénario que j'accorde une très faible proportion. Donc, c'était seulement 10%.
Donc, je ne pense pas que c'est le scénario le plus plausible, mais si jamais il devait se réaliser, il y aurait massivement du upside pour Lineage. Maintenant, ce que Wall Street nous dit, il y a quoi? Il y a 19 analystes qui couvrent le titre. Ça semble quand même être partagé entre acheter, vendre et détenir. Toutefois, les analystes de Wall Street ont un prix cible de 51,06, donc un upside de 27%. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le 51,06 se rapproche de notre scénario normal à 49,2. Donc, il semble que peut-être Wall Street pense que la difficulté que le secteur rencontre actuellement est temporaire et que dans le futur, on pourrait davantage voir une industrie, un scénario normal pour l'industrie et donc la valeur de Lineage pourrait tendre vers notre scénario normal. Et donc, voilà, ça conclut. Je peux finir juste en annonçant peut-être la plus grosse nouvelle que Lineage a annoncée dans les derniers mois. C'est une entente avec Tyson Food, donc le producteur de protéines. Lineage va acheter 4 actifs pour 247 millions de dollars à Tyson et va construire 2 nouveaux entrepôts dont Tyson va être le principal client. Tyson, c'est un gros joueur dans l'industrie. Donc, pour Lineage, c'est un gros contrat. Tant mieux pour l'équipe. Et donc, voilà. Il y a quelques trucs que je dois dire avant de quitter. Premièrement, je n'ai pas évalué l'équipe de direction. Donc, je me suis seulement tenu aux chiffres pour faire mon évaluation. L'équipe de direction pourrait être un des facteurs à étudier davantage pour savoir est-ce qu'on leur fait confiance pour, euh, euh, pour tourner le bateau. Puisque l'action semble relativement correctement évaluée, je n'ai pas fait ce travail-là. Donc, c'est un petit disclaimer. Et bien sûr, tout ce qu'on a pu voir dans nos vidéos, ce n'est pas des recommandations d'investissement, c'est juste j'essaie d'évaluer des compagnies, de voir les différentes dynamiques. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié notre temps ensemble et j'espère bientôt vous revoir dans une prochaine vidéo. Le sujet étant toujours en l'air, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, merci encore d'avoir été là et à bientôt.